Donc, bonjour à tous. On va parler de l'intégration des données climatiques dans la tarification en vous présentant un cas d'usage qu'on a réalisé sous l'outil Earnix et également dans une vision Orsa. Donc on va commencer par un rapide tour de table. Moi, je suis Charlotte Choquet, je suis directrice chez KPMG, Actuarial et Analytics, en charge des activités non-vie et data. Bonjour, moi je me présente, je m'appelle Émeric Massiot et je suis consultant dans la BU Actuarial Analytics et j'ai travaillé notamment sur le use case qu'on va présenter avec Earnix et sur la création d'une base de données climatique. Je suis Patrick Omnes, donc directeur assurance Earnix ici en France et au Belux. Et donc je représente la société sur laquelle le case a été construit. Et moi, je suis Flora Ziedi, manager dans l'équipe Data Analytics. Et Damien Fabre-Rudel, donc manager Actuarial Analytics, non-vie et data. Et je vous présenterai le cas d'usage sur l'Orsa. On va commencer ensemble avec une brève introduction pour remettre quelques ordres de grandeur en tête. On va reparler des différents périls qui seront utiles dans la suite de la présentation et des grandes notions. Ensuite, je laisserai la parole à Émeric, Patrick et Flora sur le cas d'usage tarification et puis à Damien sur la partie Orsa. Donc d'abord, quelques grands chiffres sur les événements climatiques en France, même si on a déjà eu beaucoup aujourd'hui. Je rappelle juste qu'on va parler des principaux périls qui touchent la France métropolitaine, donc sécheresse, inondations, tempêtes, grêle et feux de forêt. On a remis des chiffres des années très récentes, 2022-2023, qui ont été marqués par des grands événements. Donc on cite les feux de forêt de l'été 2022 avec un coût à 2 milliards d'euros. Une partie des événements de grêle des 3 et 4 juin, la sécheresse avec un coût estimé à 2,5 milliards d'euros, et puis les deux événements de la fin d'année 2023, les inondations et les tempêtes avec un coût cumulé de 2 milliards d'euros. Tout ça pour dire que les enjeux des assureurs sont évidemment très forts dans cette période d'évolution climatique et qu'on pense que la solution ne se fera pas sans des outils performants. C'est pourquoi on vous présente aujourd'hui 2 cases et 2 outils. Une base de données climatique qui s'appelle Climadata, qui a été construite chez KPMG, et un outil de tarification puissant, la plateforme Earnix, dont vous parlera Émeric, Flora et Patrick. On va essayer de vous montrer comment ces outils peuvent permettre aux assureurs d'adresser ces sujets. Alors, on continue avec les grandes notions qui vont nous servir par la suite sur les 2 cases. On va parler de 2 grands types de garanties. D'abord, les garanties qui sont couvertes dans le régime CatNat, donc la sécheresse, l'inondation, les séismes et les cyclones. Celle du régime TGN, la tempête, la grêle, la neige. On laissera de côté la garantie climatique sur les récoltes. Toujours dans nos ordres de grandeur, on rappelle, en 2022, 5 milliards de primes, 10 milliards de sinistres. Et puis, pour se donner en tête les tendances, on vous a remis ce graphe qui est issu du ministère de la Transition écologique, où on met en valeur en rouge l'évolution des moyennes sur 10 ans de la sinistralité climatique, pour bien mettre en valeur la tendance à la hausse. Maintenant qu'on a planté le cadre, on fait simplement un petit rappel sur les scénarios du GIEC et la sinistralité à l'horizon 2050 via les estimations de la CCR. Dans la suite de la présentation, on va parler du scénario 2.6 qui est le scénario optimiste. On va parler du scénario 4.5 qui est le scénario médian, avec des impacts qu'on rappelle à l'horizon 2050 sur l'augmentation de la sinistralité annuelle, sur les périls sécheresse, inondations et tout péril confondu en bas de la slide. Et puis on parlera aussi du scénario le plus pessimiste, le scénario 8.5, avec les impacts, pareil, sur sécheresse, inondation et tout péril confondu, estimés par la CCR qu'on rappelle en bas de la slide. Donc maintenant, je laisse la parole à Flora, Émeric et Patrick
pour parler de l'intégration et de la mesure de l'impact des données climatiques dans la tarification. C'est un cas qui a été réalisé sous l'outil Earnix. Merci Charlotte. Donc, tout d'abord, on va vous présenter la démarche pour modéliser la prime pure de la garantie TGN. Donc, première étape classique, donc c'est construire la base de données assurantielle, donc avec des données contrats et des données sinistres. Ensuite, on a travaillé sur la préparation de la base de données climatique. On a dû faire un choix en termes de modèle pour sélectionner le modèle climatique historique et projeté. Suite à ça, on a utilisé notre base Climadata pour extraire les données climatiques à la maille longitude et latitude. Et ensuite, on a créé différents types d'indicateurs. Ensuite, suite à ça, on est passé sous l'environnement Earnix pour modéliser la prime pure TGN sur les données historiques. Donc, on a fait une modélisation classique, donc modèle fréquence et modèle de coût moyen. On a fait une modélisation par année, mais également toutes les années confondues. Et on a procédé en 4 étapes. Donc, première étape, c'est modélisation a priori avec les variables tarifaires. Ensuite, on a intégré la variable longitude et latitude pour avoir un premier zonier. Ensuite, on a ajouté les données climatiques. Et enfin, on a intégré les données climatiques dans notre zonier pour avoir un zonier climatique. Donc ça, c'était la 3e étape. Après, ce qui nous intéressait, c'était aussi d'avoir une vision prospective et du coup de calculer notre prime pure TGN projetée. Donc pour cela, on a construit une base de projection et on a appliqué nos modèles qui ont appris sur nos données historiques, sur notre base de données de projection pour avoir nos modèles de prime pure projetés. Et enfin, on a fait différents types d'analyses de la prime pure. Suivant. Pardon, merci. Donc, sur cette slide, je vais vous présenter notre base assurantielle avec les données contrats et également sinistres. Donc, on a 600 000 contrats avec une profondeur d'historique allant de 2018 à 2022. On a dans cette base de données des données contrats, des données en lien avec le client, avec le bâtiment et la géographie. Sur la carte en bas à gauche, on peut observer la répartition de notre portefeuille et donc on voit qu'on a un portefeuille très important au niveau du nord de la France et également au niveau de l'est de la France. Et ensuite, sur la carte en bas à droite, on peut observer la fréquence de sinistralité TGN moyenne sur les 5 années et on observe du coup une sinistralité très importante au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui est liée à un fort épisode neigeux qui a eu lieu en 2019. Et également, on observe également une forte sinistralité au niveau du nord-est de la France, qui est une région où, en général, il y a toujours eu une garantie TGN très importante. Donc, sur cette slide, on va vous présenter comment on a construit notre base de données climatique. Donc pour ça, là, on a utilisé notre base interne Climadata. Donc 2 types de données, les données historiques. Pour cela, on a utilisé les données de Météo France et les données de projection. Et pour cela, on a utilisé les données de RIAS. Pour les données historiques, on a choisi le modèle Safran-ISBA parce qu'il correspond bien aux données de projection de RIAS. Et pour le modèle de projection de RIAS, on a choisi un modèle du SCNRM qui reprend les 3 scénarios d'émission, donc le scénario RCP 2.6, RCP 4.5 et RCP 8.5. Et on a également choisi ce modèle parce que c'est un modèle de sévérité moyenne. Et en termes de données, on a choisi différents types de données, des données pluviométriques, des données vent, des données géologiques et des données température. Donc ça, c'est notre base de données brute. Et suite à ça, on a construit différents types d'indicateurs au niveau agrégés au niveau du trimestre. Donc, un premier type d'indicateur qu'on a construit, c'est les indicateurs d'expérience. Donc, pour cela, on s'est basé sur la littérature et notamment des documents de Météo France, où on a créé des types d'indicateurs, par exemple, avec pluie abondante où qui correspond où la précipitation elle est supérieure à 40 mm par jour,
ou encore une variable comme rafale importante, où ça correspond quand la vitesse de vent elle est supérieure à 100 km/h. Et on a également construit un autre type d'indicateur via des quantiles. Donc du coup, pour chaque variable, on a tracé la distribution et du coup, on a récupéré les valeurs qui correspondent aux quantiles 90, 95 et 99%. Et c'est notamment ces variables qui sont le plus ressorties dans nos modèles pour capter les effets extrêmes. Ensuite, en bas à droite, on peut voir l'analyse des écarts entre les données réelles et projetées sur la période 2018 et 2022. Là, ce qu'on vous présente, c'est la moyenne des températures annuelles parce que les scénarios du RCP sont surtout centrés sur cette variable. Et donc, ce qu'on peut observer, c'est que la moyenne des températures réelles, elle est comprise entre le scénario RCP 2.6 qui correspond aux accords de Paris et le scénario RCP 4.5. Un petit mot sur le 8.5 ? Oui, un petit peu mot sur le 8.5. Du coup, comme ça colle un peu moins à nos données réelles, forcément, ça donnera de moins bonnes prédictions au niveau des modèles. Et ici, tu me dis quand... Donc, attends, je te dis quand tu lances. Lance pas encore. C'est lancé, c'est pas moi qui ai lancé. Ah, tu Attends, peux pas stopper? Non, Donc, attendez juste un instant avant de lancer. Là, on va vous présenter une démo de notre outil de visualisation, Climat Data. Et juste, tu me dis le go quand tu lances. Vas-y. Donc là, on a choisi un modèle du CNRM avec des données où on peut voir les différents scénarios. Désolée, j'arrive pas à voir exactement, donc je suis totalement à l'ouest. Mais du coup, où on présente la variable température moyenne. Et du coup, on peut scroller sur la carte et sélectionner un point. Et quand on scrolle sur la carte et qu'on sélectionne un point, du coup, on peut voir les différents types de scénarios par rapport à ce point. Et après, on peut changer également facilement de variable. C'est bon? Ok. Désolée, comme j'arrivais pas à voir, j'étais pas... Ensuite, sur cette slide, on vous présente les résultats de nos modèles sur les données historiques. Donc, je vous ai déjà un petit peu expliqué la méthodologie au début. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, on a fait une modélisation a priori avec les variables tarifaires. Pour cela, on a utilisé un GLM et comme métrique pour sélectionner notre modèle, on a utilisé la métrique AIC. Suite à ça, on a intégré la variable longitude et latitude pour avoir un premier zonné géographique. Ensuite, on a ajouté les données climatiques dans nos modèles et on a fait également une sélection des variables les plus pertinentes en fonction de l'AIC. Et suite à ça, on a inclus les variables climatiques sélectionnées dans le zonnier géographique à la maille longitude et latitude pour avoir du coup notre zonnier climatique. Ensuite, là, on peut observer deux histogrammes pour le modèle de fréquence et de coût moyen. Donc, ça représente l'écart relatif en fonction de l'AIC entre le modèle climatique et non climatique. Et ce qu'on voit sur chacun des modèles, c'est qu'à chaque fois qu'on intègre les données climatiques, on a quand même une amélioration significative de notre AIC. Et enfin, sur le côté droit, on peut voir le modèle de prime pure, où on compare la prime pure observée, prime pure climatique et prime non climatique. Et ce qu'on peut observer, c'est que la prime climatique, elle est toujours plus proche de la prime observée que la prime non climatique. Et là, je laisse la parole à Aymeric. Du coup, merci. Merci Flora. Donc, ce qu'on a pu voir pour l'instant, c'est que on a des modèles historiques qui sont assez performants en termes de métriques. Et maintenant, on va s'intéresser à l'apport des données climatiques sur le modèle global, donc sur les 5 années, pour voir en fait les différents effets des variables climatiques
sur ce modèle global. Donc pour cela, en fait, sur les 2 blocs du haut, on a listé l'ensemble des variables climatiques qui impactent la modélisation de la prime pure. Tout d'abord, en haut à gauche, donc on a la modélisation de la fréquence. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que les variables climatiques qui impactent le plus le modèle de fréquence sont des variables pluviométriques, assez logiquement pour les sinistres TGM. Et surtout, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit que ça couvre les 4 trimestres et que ces variables permettent de détecter des phénomènes plus ou moins intenses selon les trimestres. Ensuite, sur la droite, on a la modélisation du coût moyen. Et ici, contrairement au modèle de fréquence, on a uniquement 2 types de variables qui ressortent, qui sont des variables pluviométriques aux 3 premiers trimestres et des variables de température au 4e trimestre. Ensuite, donc ici, on a pu voir l'impact des données climatiques sur le modèle. Et maintenant, on va chercher à montrer que l'apport des données climatiques sur la tarification TGN. Donc pour ça, on est toujours sur le modèle global et on fait un zoom uniquement sur 2019 et on va s'intéresser à un seul risque ici, qui est le nombre de jours consécutifs de précipitations strictement supérieur à 15 mm par jour au premier trimestre. Et ce qu'on peut voir sur le graphique en bas à droite, c'est que si on regarde la prime pure non climatique, elle est assez stable, donc entre 32 et 34 euros, peu importe l'exposition au risque. Contrairement à la prime pure climatique, il y a une tendance qui est assez similaire à la prime pure observée. Donc on a une forte augmentation avec une exposition au risque qui est très accrue. Donc c'est pour ça que si on modélise, le but est d'intégrer les données climatiques dans la tarification TGN. Voilà. Donc ensuite, dans un deuxième temps, pardon. Donc pour cette slide, on va chercher à montrer l'apport des données climatiques à une échelle un peu plus fine, qui va être à l'échelle géographique. Donc pour cela, on va utiliser un outil qui est le zonier climatique. Donc sur la gauche, ici, on a le zonier climatique au niveau du modèle de fréquence. Donc on peut voir en haut à droite un zonier géographique classique qui va représenter le risque intrinsèque de fréquence donc sur toute la France. Et à ça, on va ajouter les données climatiques de 2019, ce qui va nous permettre d'améliorer le modèle ici de 1,01% donc sur 2019, et ce qui va nous permettre donc du coup d'avoir un zonier en bas, un zonier climatique, donc plus fin, enfin, avec des variations, on peut voir sur les coefficients sur le côté, des variations plus importantes que sur le zonier géographique. Et on peut voir 3 effets où on a des risques qui sont un peu plus précis sur certaines zones. Donc un effet au niveau des Ardennes, avec des précipitations très importantes au trimestre 4, un effet sur la Drôme, avec des précipitations et des vents importants au trimestre 1 et un nombre de jours chauds consécutifs très important au trimestre 2, et un effet aussi important au sud de la France, au niveau de la Haute-Garonne, avec des précipitations importantes au trimestre 1. Et maintenant, si on s'intéresse à la modélisation du coût moyen, donc si on regarde directement le zonier climatique, on peut voir qu'il y a ici 2 effets sur 2 régions de la France. Un premier effet sur le sud-est de la France, avec des précipitations importantes au trimestre 1 et au trimestre 2, des températures extrêmes au trimestre 4, un nombre de jours chauds très important au trimestre 2, et on a aussi un autre effet dans les Pyrénées, dû à des températures extrêmes au trimestre 4. Donc ici, toutes ces analyses ont été effectuées via Climadata. Maintenant, donc, on va passer à la partie prospective. Donc, je vais vous présenter la méthodologie qu'on a utilisée, qui est une méthodologie en 3 étapes. Donc, une première étape où le modèle de projection donc, apprend sur l'historique. Ici, on a utilisé un modèle de machine learning qui est un GBN qui a été plus performant qu'un GLM qu'on a testé aussi. Au niveau de la deuxième étape, on a construit donc la base de projection. On s'est basé sur une hypothèse qui est une non-déformation de la structure du portefeuille. Donc on a utilisé la structure du portefeuille de 2022 et dans un deuxième temps au niveau de cette étape, on a projeté les zoniers climatiques, donc en ajoutant les données de projection DRIAS. En fait, on a fait ça parce qu'on a aussi testé en intégrant toutes les données les données brutes climatiques projetées, mais ça ne nous donnait pas des résultats ça nous donnait des résultats un tout petit peu meilleurs, mais beaucoup moins interprétables. Et dans un troisième temps, du coup, on a appliqué notre modèle de projection sur la base de données projetées pour obtenir les résultats que vous avez en dessous. Donc, si on interprète un petit peu les résultats sur les 3 types de modèles, donc au niveau du modèle de fréquence, on peut voir que pour les scénarios RCP 4.5 et 8.5, on a une forte augmentation de la fréquence au niveau de 2027 et 2030. Et si on fait une comparaison entre 2022 et 2030, donc en dessous, on peut voir qu'on a une augmentation de la fréquence d'environ 27%, que ce soit pour le scénario 4.5 et 8.5, et de 17% pour le scénario plus optimiste, le scénario 2.6. Pour le modèle de coût moyen, ici, on peut voir que les coûts moyens sont assez stables au niveau de nos projections. Et
Et si on regarde une comparaison entre 2022 et 2030, on peut voir qu'ils sont inférieurs à 2022, mais ces résultats sont à relativiser, notamment parce que l'année 2022 sur notre portefeuille était une année avec des coûts moyens très importants. Donc si on compare après aux autres années d'historique qu'on avait, on a des valeurs qui sont quand même assez importantes. Et si on s'intéresse maintenant au modèle de prime pure, enfin si on s'intéresse à la prime pure, on peut voir tout d'abord pour le modèle RCP, enfin pour la projection RCP 2.6, qu'on a une prime qui est assez stable sur les 5 années de projection, notamment une baisse de la prime entre 2022 et 2030 de 3%, alors que pour le scénario 4.5 et 8.5, cette prime augmente fortement. Donc plus 10% pour le scénario 4.5 et plus 5,8% pour le scénario 8.5. Ensuite, donc on va faire un petit zoom sur l'année 2030, en fait, pour expliquer un peu plus, essayer de comprendre les effets climatiques qui impactent nos modèles en 2030. Et on va s'intéresser aux 2 scénarios les plus pessimistes, qui sont le scénario 4.5 et 8.5. Donc si on s'intéresse d'abord au scénario 4.5, on peut voir tout d'abord, si on regarde les coefficients, qui sont beaucoup plus importants que sur les zoniers géographiques, car ici, on a des prévisions qui sont des phénomènes beaucoup plus intenses. Et sur les 2 zoniers climatiques, on peut voir qu'il y a 2 zones qui sont touchées, qui sont la Haute-Corse, qui est très fortement touchée, avec des coefficients très rouges, dus à des précipitations extrêmes au trimestre 3, et une autre zone qui est au niveau de la Drôme et des Alpes, due à des précipitations importantes aux 2 premiers trimestres. Maintenant, si on regarde le scénario 8.5, donc le plus pessimiste, on peut voir qu'au niveau des zoniers climatiques, on peut voir en comparaison avec le scénario 4.5 que ce sont des zones beaucoup plus larges qui sont touchées et que les coefficients sont un peu moins importants que sur le scénario 4.5. Et donc si on regarde maintenant au niveau du modèle de fréquence, on peut voir qu'il y a 2 zones qui sont touchées, la Drôme, due à des précipitations importantes au T2, et la Gironde et les Landes, également due à des fortes chaleurs et des précipitations importantes au T2. Et au niveau du coût moyen, sont plus les Ardennes, dû à des températures très faibles au trimestre 4 et des précipitations importantes au trimestre 1, et au niveau du sud-est de la France, dû à des précipitations importantes au trimestre 3. Donc voilà. Je vais laisser la parole à Patrick pour qu'il nous parle d'Earnix et de l'intégration dans ce use case. Parfait. Merci Aymeric. Bonjour, donc je représente Earnix. Je vais vous expliquer en gros comment un outil moderne peut aider justement des assureurs à lutter contre les risques climatiques, et notamment en intégrant des données qui sont nouvelles, en gérant des risques et des périls qui sont nouveaux, et en mettant en place des modèles et des tarifications qui eux aussi sont nouvelles. Donc il y a beaucoup de choses nouvelles à construire sur la place. Les risques climatiques augmentent en intensité puis en fréquence. Donc les assureurs se doivent aussi, face à ces nouveaux risques, de chercher des solutions nouvelles, performantes, puissantes, qui leur permettent non seulement de gérer la tarification de leur portefeuille, mais aussi de prendre en compte ces nouvelles particularités. Donc ce que je vous présente aujourd'hui, c'est vraiment une architecture très simplifiée d'Earnix, mais vous voyez 2 parties. Vous avez Earnix, il se découpe sur la partie de gauche, vous avez le travail analytique qui est fait dans la brique de tarification, un environnement purement analytique qui est totalement intégré. Donc il n'y a plus de rupture de chaîne. Les data scientists, les modélisateurs et les actuaires travaillent directement sur les data. À partir des data, peuvent aller très loin dans la granularité justement de la catégorisation des risques, travaillent sur des modélisations de risques et de demandes très puissants, de manière très rapide, et ça en utilisant des techniques actuarielles standards de type GLM, ou en intégrant bien sûr du machine learning, intelligence artificielle natif, ou des modèles qui ont été développés par des solutions externes. Ensuite arrive la partie tarification en Allemagne. Une fois que les métiers, les actuaires sont contents des modèles sur les primes pures, ils ont pu optimiser leur process de primes pures, le métier de distribution, donc le métier commercial, prend la main de manière à travailler justement les tarifs commerciaux qui vont ensuite être déployés dans les différents canaux de distribution face aux différents segments qui sont ciblés, tout simplement. Donc vous avez différents segments, différents risques, différents secteurs géographiques. Vous avez aussi des capacités de pouvoir intégrer des grosses tables de référence. Et là, on parle bien sûr des données, des tables qui contiennent des données
de risques climatiques, hein, comme Climadata, qui deviennent de plus en plus à la fois complexes et volumineuses. Donc il faut aussi de la performance quasi industrielle, appelons-le comme ça, pour pouvoir traiter justement dans la tarification ce genre de choses. Donc on parle de machine learning pour optimiser justement la tarification. Et ensuite arrive, une fois que le métier a bien testé, bien simulé quels sont les scénarios qui sont les plus à même de créer de la marge et des revenus sur ces différents segments, arrive la partie mise en production où le métier est capable en quelques minutes de mettre dans ces différents segments cibles les tarifications qu'ils ont testées, soit directement en production, soit en pré-production afin d'affiner justement leur tarification. Là, alors, on apporte de l'agilité à la fois sur la partie analytique, mais on apporte aussi de l'agilité donc sur la partie mise en production. Non, si tu reviens, pardon, excuse-moi. Ouais. La partie mise en production, on permet justement au métier de définir des process d'A/B testing, donc sur leurs différents segments, en disant, voilà, en se donnant la possibilité de tester des stratégies de tarification sur un certain temps, suivant les contraintes qu'ils se donnent eux-mêmes. La partie importante aussi, c'est non seulement de pousser des tarifs en quelques minutes en production, mais c'est aussi la capacité d'analyser les réelles performances de ces tarifications. Donc là, on peut injecter, on a aussi des process d'automatisation qui permettent de récupérer les calculs qui ont été faits dans notre moteur de tarification et de réinjecter ça en mode automatique, voire en temps réel même, dans la partie analytique pour vraiment mesurer si oui, est-ce qu'on est en dessous, est-ce qu'on est au-dessus ou est-ce qu'on est dans la zone cible d'objectifs, de performance qu'on s'était donné. C'est quoi ces fameux KPI? C'est toujours les mêmes, sur les marges, les volumes, par rapport aux différents segments qui sont donnés. Donc, en résumé, une solution end-to-end, c'est-à-dire bout en bout, il y a zéro zone de rupture. Je te laisse continuer. Donc, une solution de bout en bout, totalement gouvernée, qui va remplacer en fait les scénarios qu'on rencontre habituellement chez des assureurs équipés un peu à l'ancienne, où vous avez différentes solutions, des millefeuilles de solutions qui traitent différents process avec différentes données qu'il faut réconcilier et faire passer d'une étape à une autre. Donc ça prend du temps et on voit que non seulement les enjeux climatiques sont importants, mais il n'y a pas que les enjeux climatiques, il y a aussi les enjeux d'inflation, il y a la compétition, la concurrence qui pousse les assureurs justement à positionner des tarifs qui sont de plus en plus adaptés et de plus en plus rapidement. Et c'est ce que nous apportons en termes de bénéfices. Je vais te laisser passer la main. Alors, très rapidement, les bénéfices, nous, on a plus d'une centaine de clients au niveau mondial. On équipe des très gros clients, je dirais, comme Aviva au UK, ou Matmut ici en France, ou Liberty Mutual aux États-Unis, avec énormément de volume. Mais on équipe aussi des startups, des sociétés qui veulent être très agressives sur le marché, justement pour trouver rapidement, conquérir des parts de marché avec des tarifications qui sont optimales. Alors, les avantages qu'on apporte, il y en a deux. Principalement, c'est déjà le time to market. On divise le time to market. On permet d'économiser entre 70 et 90% sur le time to market. Donc, au lieu de passer 6 mois sur un process, on va passer 1 mois à 2 mois. Ensuite, c'est l'augmentation. Donc, c'est les performances métiers où là, on constate que nos clients, on gagne en moyenne dès le premier produit. Mise en place un premier produit, c'est 3 à 6 mois, en gros. Et dès la première année, nos clients gagnent entre 3 à 6% de marge et de volume donc sur leur portefeuille. En améliorant aussi, en prenant en compte bien sûr toutes les particularités des risques climatiques. Solution de bout en bout, donc c'est conformité, gouvernance, transparence totale sur ce qui est fait, et bien sûr une meilleure satisfaction, avec en cascade aussi une meilleure sinistralité, et bien sûr des ratios plus intéressants aussi sur les performances de la société. Alors pour revenir sur l'aspect risque climatique, on a mis en avant 4 points principaux. Intégration de données climatiques, donc avec aussi de l'open source et du machine learning. Meilleure segmentation des portefeuilles et des tarifications. Donc on va plus rapidement à l'essentiel et on permet justement de mieux segmenter à la fois les risques, les portefeuilles et bien sûr les tarifications. Amélioration de la performance des modèles et un meilleur pilotage de la prime pure justement pour aussi mieux gérer justement la sinistralité et avoir en conséquence des fonds propres beaucoup plus intéressants. Voilà.
Oui, je te passe la main, Damien, pardon, excusez-moi. Merci. Merci Patrick. Donc moi je vous parlais du coup de l'intégration et l'utilisation de données climatiques dans un autre contexte, donc là dans le cadre d'un ORSA climatique. Donc un petit préambule, hein, c'est une étude qui a été réalisée dans le cadre d'un mémoire d'actuariat, donc réalisé par Guillaume Berlemont qui va soutenir son mémoire fin juin, donc qui n'a pas pu être présent aujourd'hui, mais je tiens à le saluer, à le remercier pour la qualité de son travail. Donc c'est une étude qui s'inclut pleinement dans l'exercice stress climatique ACPR. Donc pour rappel, hein, c'était une étude qui avait pour enjeu de sensibiliser les assureurs à l'impact du changement climatique sur leur activité d'assurance, leur bilan et leur solvabilité. Donc il y avait eu un premier exercice pilote qui avait été lancé en 2020 et un second qui a été lancé en 2023 et dont les premiers résultats d'ailleurs ont été publiés la semaine dernière. Je vous invite à aller les lire, c'est très instructif. Donc, dans le cadre de cette étude, donc, vous l'intégrez en majorité les hypothèses et recommandations du stress climatique ACPR. Donc, on va notamment utiliser un bilan statique, faire des scénarios long terme, utiliser une chronique d'inflation donc spécifique qui a été réalisée pour le cadre du stress climatique. Et notre enjeu principal est donc d'évaluer l'impact du changement climatique sur la sinistralité et la solvabilité d'un assureur. On va le faire principalement sur les périls inondations et sécheresse. Donc on est sur du risque physique à ce niveau-là, et jusqu'à un horizon 2050. Donc au niveau des données utilisées, donc, on va utiliser évidemment notre base de données Climadata, dont Flora et Emric ont déjà pu vous parler, qui contient donc des données de énormément de sources différentes, donc à la fois de Météo France, données publiques récemment rendues publiques en tout cas, BRGM, RA5, Copernicus, aussi des données donc, géologiques d'exposition de sol, des données hydrologiques de précipitation, données hydrographiques. Et donc c'est une base de données qui a été enrichie pour les besoins de l'étude des historiques d'arrêtés CatNat, donc sur les périls sécheresse et inondations. Et aussi donc sur la sinistralité d'un assureur, donc un assureur qui était partenaire sur l'étude, qui a été anonymisé pour les besoins du mémoire aussi, mais qui nous a permis d'obtenir des données donc d'exposition et de sinistralité. En période de référence, nous avons utilisé une période de référence donc restreinte de 2018 à 2022, qui a pour cela pour deux raisons, parce que c'est déjà un historique où nous avons une meilleure qualité de données, une qualité de données plus complète, à la fois donc sur la partie météorologique, climatique et sur les données de notre assureur partenaire. Et aussi parce que c'est une période qui est déjà, en tout cas, en partie impactée par le changement climatique. On a vu déjà les fortes sécheresses des années précédentes et qui nous permet déjà de partir, en tout cas, d'une base qui est plus haute que si on avait pris un horizon plus grand. Nous allons étudier du coup plusieurs horizons de temps, donc un horizon un peu plus court terme 2030, un horizon médian 2040, un horizon long terme 2050. Donc selon le scénario du GIEC 4.5 et 8.5 que Charlotte a pu vous présenter au début. Et enfin, donc, principalement l'impact sur les sinistralités des périls, inondations et sécheresse. Donc pour présenter un peu la modélisation de façon très macro, sans rentrer trop dans les détails techniques, on va tout d'abord séparer notre base de données en deux parties. Une partie qui est historique, sur laquelle nous allons calibrer nos modèles, qui sera notre base de données de référence, donc les données climatiques, données assurantielles, d'exposition et de sinistralité. Et enfin, donc une base de données plus future, où nous allons choquer nos variables à partir des scénarios du GIEC. Donc nous allons obtenir nos variables climatiques mises à jour pour les horizons de temps 2030, 2040, 2050, qui nous permettront du coup d'évaluer notre sinistralité sur ces horizons de temps. Donc nous allons tout d'abord modéliser les arrêtés de catastrophes naturelles, donc la probabilité d'arrêter des catastrophes naturelles pour les périls, inondations et sécheresses, avec une méthodologie assez classique d'apprentissage test, selon plusieurs modèles de machine learning, avec des paramètres spécifiques pour chacun des périls et des variables retenues aussi spécifiques. Une fois donc les modèles fixés, calibrés, nous allons utiliser ces modèles pour prédire la sinistralité donc via l'activation ou non d'arrêtés de catastrophes naturelles sur chacun des horizons de temps futurs. Et enfin, donc, utiliser cette probabilité d'arrêter avec un nombre historique, en tout cas de dossiers par arrêté et de sinistralité moyenne, afin d'obtenir une charge moyenne qui sera évidemment prendre en compte aussi l'inflation spécifique utilisée dans le contexte des stress tests climatiques. Donc pour vous montrer un peu déjà nos résultats sur la période de référence, donc là on vous montre les résultats sur la base de test évidemment. Sans rentrer encore une fois trop dans les détails techniques, on a retenu des modèles XGBoost
Déjà, tout d'abord, on est dans un problème déjà de population déséquilibrée. On a beaucoup plus de communes qui n'ont pas d'arrêté sécheresse ou inondation que de communes qui ont des arrêtés sécheresse ou inondation. Donc on a tenu compte de cet déséquilibre avec des méthodes de subsampling. On voit ici, donc déjà vous voyez un fort nombre de communes qui n'ont pas d'arrêté CatNat. Les métriques qui ont été utilisées afin d'évaluer la qualité de nos modèles, donc on a le rappel, la pression, le F1 score, juste très vite fait. Donc le rappel, c'est le pourcentage de positifs bien prédits sur l'ensemble de vrais positifs. Le précision est l'ensemble de positifs bien prédits sur l'ensemble des positifs prédits. Et le F1 score est la moyenne harmonique des deux. On a optimisé nos modèles sur le F1 score. Et donc nous avons au final, à la fin, obtenu dans nos modèles une probabilité d'arrêter. Et donc nous avons optimisé le seuil à partir duquel la commune est considérée comme étant ou non arrêtée catastrophe naturelle en optimisant via le F1 score. Donc on peut se dire déjà, on peut discuter de la qualité des modèles. On peut se dire, bon, un F1 score de 57% pour la sécheresse et 49% pour l'inondation, d'un point de vue absolu, qualité de modèle, c'est pas forcément extraordinaire, mais quand on compare à l'état de l'art, la littérature sur la modélisation de ce type de phénomène, on est en tout cas très cohérent avec d'autres études qui ont pu être réalisées sur ce sujet. Et donc c'est assez intéressant de voir ça. Vous avez mis aussi quelques variables d'importance qui ont été retenues pour les modèles, notamment pour la sécheresse, c'est un taux d'humidité au 3e trimestre. En fait, on se rend compte qu'on a beaucoup de sécheresse quand il y a un très faible taux d'humidité. Et donc il y a au lien aussi avec le SWI, le Soil Wetness Index. Et pour l'inondation, c'est plus si on a notamment un fort taux d'humidité et précipitation au 1er trimestre. Donc une fois nos modèles calibrés et validés sur la période de référence, nous en appliquons sur les horizons futurs. Donc là, on vous présente ici l'évolution de la probabilité d'arrêter catastrophe naturelle en moyenne, surtout la France métropolitaine. On passe sur notre période de référence de 8% de probabilité d'arrêter sécheresse en moyenne sur l'ensemble du territoire, jusqu'à à peu près donc 18 à 20% selon les scénarios du GIEC en horizon 2050. Donc on a vraiment une augmentation très significative de la probabilité d'arrêter sécheresse. De la même façon, sur les arrêtés inondations, on passe de 5% à 8 à 12% selon les scénarios. Donc là, on a quand même plus de volatilité selon les scénarios étudiés, sachant qu'on étudie donc là les deux périls séparément. Si on combinait les deux, on aurait peut-être un pourcentage d'arrêtés inondations qui serait en partie plus faible, car compensé par les épisodes on va dire, un peu plus de sécheresse qui potentiellement pourrait réduire cette probabilité. Sachant que, d'ailleurs, là, on étudie uniquement le risque d'inondation influviale, pas de submersion. Donc maintenant, on passe à l'application au calcul et à l'impact sur la sinistralité moyenne par année de projection. Donc ici, on a étudié donc, par rapport à... on applique notre probabilité d'arrêter directement à un nombre de sinistres par arrêté moyen au niveau de la commune et au coût moyen par sinistre. Ce qui nous donne donc les résultats suivants. Donc là, c'est à partir d'une base 100%. Donc on a, par exemple, pour la sécheresse, sur le RCP 4.5, à horizon 2030, un niveau qui est plutôt stable, à 103%. Et par contre, ça commence à exploser, surtout à l'horizon 2050, où on a 250%, donc une augmentation de 150% pour le 4.5 et de 169% du coup pour le 8.5. De même, en inondation, on aurait quelque chose qui augmenterait assez fortement à partir de l'horizon 2040 pour le RCP 8.5 et l'horizon 2050 qui on a un fort décrochage entre le RCP 4.5, donc plus 80%, et 8.5 plus 150%. À noter, donc pour mettre ça un peu en contexte, notamment sur les résultats de l'exercice climatique SCPR 2023, donc les premières histoires qui ont été publiées la semaine dernière et qui donc, je vous invite à regarder, on est assez cohérent par rapport au scénario de référence sur le long terme. Donc je trouve que c'est assez intéressant et on peut voir assez facilement l'impact majeur que ça peut avoir sur la sinistralité et la solvabilité d'un assureur sur ces risques climatiques. Et donc maintenant, on va passer à l'application au SCR. Donc là, on a fait un petit proxy. Donc je vous parlais tout d'abord précédemment le seuil qui a été retenu, donc qui a été optimisé via le F1 score pour retenir en tout cas le seuil au-dessus duquel une commune serait considérée comme en catastrophe naturelle. Et donc ce seuil va être utilisé pour faire un proxy du SCR. En fixant un seuil à 0,005, on obtient directement une probabilité qui est liée à un quantile 99,5 et qui nous permet du coup d'estimer directement un SCR
pour le péril, pour chacun des périls mentionnés. Donc on a ici l'évolution des probabilités d'arrêter CatNat au quantile 99.5. Sur la période de référence, donc pour rappel, sur la sécheresse, ce qu'on avait historiquement, on avait 8%. Pour l'évolution en passant du coup à un quantile 99.5, ça donne une probabilité d'arrêter de 50% qui monterait jusqu'à 75 et 77% donc en horizon 2050, selon les RCP 4.5 et 8.5. Et pareil pour inondation, on aurait un quantile 99.5 sur la période de référence de 43% de probabilité d'arrêter qui monterait jusqu'à 54% à l'horizon 2050 pour le 4.5 et 63% pour le 8.5. Donc on a une forte augmentation aussi sur ce quantile, évidemment. C'est ce à quoi on s'attend, et notamment on a une forte décrochage à partir de l'horizon 2040. Et donc finalement, on applique cette proba d'arrêter CatNat directement pour le calcul du SCR, et on obtient donc une augmentation, donc, en partant à la fois encore d'une base 100, on a évidemment anonymisé les chiffres de notre assureur, mais si on part d'une base 100, en tout cas pour un SCR, on arriverait à une augmentation de 14 points. Donc là, on est en combiné sécheresse et inondation. Donc on a agrégé évidemment les sous-modules du SCR CatNat de la formule standard. Et sur le ratio de couverture, on baisserait de façon un peu miroir d'à peu près 12 points de ratio de couverture. Sachant que les scénarios 4.5 et 8.5 sont assez proches, tout simplement parce qu'on était en bilan statique et hypothèse de réassurance assez stable dans le temps, donc on peut déjà se poser des questions sur la réalité de ces hypothèses. On se doute bien que les rassureurs n'accepteraient pas forcément l'augmentation de tous les risques climatiques. Et c'est notamment des sensibilités qui sont faites dans le mémoire de Guillaume, que je vous invite du coup à aller voir une fois que ça sera présenté et publié. Et donc pour finir, quelques mesures d'atténuation du risque, évidemment, c'est pas forcément le but de cette présentation, et pour faire un peu une ouverture, quelles sont un peu les mesures d'atténuation du risque que peut faire un assureur qui subira un peu le changement climatique, donc à la fois la souscription, réduire possiblement ces risques, ou souscrire de nouvelles typologies de risques. Faire la prévention pour les assurés, on a vu que ça pouvait être coûteux, mais en ciblant peut-être certains mauvais profils ou certains risques, ça peut être assez intéressant pour des assureurs. Étudier le transfert de risque, de nouveaux programmes de réassurance, ou même exclure du risque. Et ça fait un peu le lien avec l'inassurabilité dont on parlait ce matin. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, et si vous avez des questions sur l'un des deux cas d'usage, n'hésitez pas. Bonjour, merci pour la présentation. J'avais une question un peu double sur les slides 15 et 16. Je ne sais pas si c'est possible de revenir dessus, notamment sur le coût moyen du TGN dans le TGN, où on indique une baisse de ce coût moyen dans l'horizon 2030. J'avais un peu une question, intuitivement, personnellement, ça me fait un peu bizarre, vu qu'on a quand même une augmentation aussi de l'intensité, notamment des tempêtes de grêle. On l'a vu en 2022, c'est un data point qui ne doit pas être non plus négligé. Comment est-ce que vous êtes arrivé à ces chiffres qui détermineraient une baisse de ce coût moyen à cet horizon-là ? Oui. Donc, du coup, je suis totalement d'accord avec vous. Les chiffres sont assez étonnants au niveau des coûts moyens. Mais ce que j'ai dit notamment, c'est que par rapport à l'année 2022, en fait, l'année 2022, il reste quand même une variabilité assez importante en fonction des années. Même si je suis totalement d'accord que sur le long terme, ces scénarios sont plus ou moins pessimistes, et il y a plus ou moins en moyenne des coûts moyens qui vont augmenter. Il reste quand même une variabilité assez importante, et c'est vrai que quand on regarde juste par rapport à 2030, il y a cette variabilité qui peut rentrer en compte, et ici c'est en grande partie ça. Si on recule sur la slide qui s'appelle modèle global apport de données climatiques, il y a une composition en fait de calcul de coûts moyens. Donc il n'y a pas de grêle et inondation dedans. Donc si c'est une étape suivante, j'imagine. Non, dans les sinistres qui sont pris en compte. Ici, là, c'est uniquement les variables qui sont intégrées dans le modèle
pour calculer notamment le zonier climatique. Mais dans les sinistres qui sont pris en compte, c'est sinistres tempête, grêle et neige. Et c'est vrai que quand on regarde, c'est surtout dû ici à une grande variabilité des années. Des années. C'est-à-dire que j'ai notamment fait le test sur d'autres années plus tard. Il y a des fois où on peut avoir une augmentation du coût moyen qui est très importante. Après, ici, on a fait le test sur 5 années prises comme ça. Et on vous présente totalement les résultats qu'on a obtenus. Ouais, voilà, peut-être pour compléter la réponse d'Emeric. Déjà, je pense sur la qualité des modèles de coût moyen, on a un peu moins de qualité que sur les modèles de fréquence, d'une part, ça peut jouer. Et ensuite, effectivement, on s'est fixé en amont l'année 2030. On a des années sur lesquelles ça marche beaucoup mieux, mais on a conservé l'année 2030 pour pas faire de pick and choose. Mais effectivement, ça dépend de l'année qu'on regarde. Et l'année 2030, c'était peut-être pas le meilleur exemple. Mais c'est celui qu'on s'était fixé a priori, puis on a gardé notre ligne de conduite. Mais donc, cette évolution du coût moyen, c'est une moyenne de scénarios stochastiques, en quelque sorte, ou de scénarios de projection qui donne cet indicateur-là, c'est bien ça? Ici, c'est juste, on a rajouté, en fait, on a inclus dans nos projections les données climatiques de cette année-là. Ouais. Ok. Et du coup, petite question, slide 16, parce que slide 16, dans le zonier, on voit qu'il y a justement cette augmentation du coût moyen, notamment si on regarde, par exemple, entre le 4.5 et le 8.5, on voit qu'il y a une augmentation entre les différents scénarios de ce dernier par rapport à la... Est-ce que je dis un grand mot, mais est-ce que c'est cohérent par rapport à ce qu'on a pu justement observer dans les indicateurs, justement, lorsqu'on voit que le zonier, lui, par contre, montre une augmentation, en fait? Alors, en fait, si on regarde aussi, je ne sais pas s'il y a avant le zonier sur 2019, notamment. Oui, ici, on peut voir aussi ici que les coûts... Bon, 2019, c'est vraiment une année particulière, surtout au niveau de la Drôme, parce qu'il y a eu des chutes de neige très, très importantes qui ont causé des dégâts, des coûts moyens qui ont vraiment explosé cette année-là. Mais on peut voir aussi ici que l'effet des variables climatiques a fait que ça a augmenté les coûts moyens des sinistres sur cette année-là. Donc après, c'est à relativiser entre les deux. Je ne sais pas si j'ai été totalement clair. Merci à vous. Je me pose aussi une question sur la tempête grêle et aussi sur le coût moyen, mais je ne voudrais pas vexer le futur actuaire qui travaillait sur la partie 3. Moi, c'était plutôt sur la hiérarchie entre le scénario 4.5 et 8.5, surtout sur le coût moyen, qui impactait fortement les primes pures, que je ne comprenais pas vraiment. Et je me demandais si vous aviez pu vous l'expliquer. Le fait que les coûts moyens... Enfin, je crois que c'était sur la slide d'après. Systématiquement, le scénario 8.5 se retrouve en dessous du 4.5 en coût moyen et en prime pure, et ça me paraissait contre-intuitif. Premier point, en fait, quand tu reviens sur la slide, tu peux remonter, s'il te plaît? Ouais. Le petit mot sur le 8.5 qu'on avait ajouté au début. Charlotte, elle m'avait bien dit de préciser. En fait, nos données réelles, elles sont vraiment comprises entre les scénarios 2.6 et 4.5. Donc, forcément, nos modèles, ils ont appris sur l'historique. Et forcément, le modèle 8.5, c'est beaucoup plus éloigné. Et donc, forcément, nos prédictions sont beaucoup moins bonnes sur le scénario 8.5. C'est une des explications pour laquelle, si on revient à la slide... voilà, cette slide, on est moins serein sur les résultats de nos résultats sur le scénario 8.5. Après, je sais pas si tu voulais ajouter d'autres éléments. Peut-être, oui, il y en avait peut-être un sur la slide d'après. Notamment si on regarde les coefficients. Ici, on peut voir... notamment parce qu'en voyant même des projections un peu plus longues, si on regarde rien que les coefficients sur le côté, on peut voir qu'au niveau du scénario 8.5, on a des coefficients qui sont moins importants par rapport au scénario 4.5. Et ce qui indique notamment qu'au niveau de ce scénario 4.5, on a un phénomène qui est très très important sur une zone très localisée qui est sur la Corse. Donc on est vraiment sur une année aussi très particulière comparée au scénario 8.5. Où c'est des
des zones qui sont plus larges et des phénomènes moins intenses. Et donc, ouais, c'est un peu la même réponse que tout à l'heure, c'est-à-dire que selon les années, on a des écarts qui s'expliquent mieux entre le 4.5 et le 8.5. Et là, on montre 2030. Donc, 3 éléments d'explication. Le 8.5 qui fit moins bien sur nos données. L'année 2030 qui n'était peut-être pas le meilleur exemple, mais c'est celui qu'on avait choisi a priori. Et puis après, des éléments qui se compensent, comme l'a expliqué Émeric. Bonjour, merci pour la présentation. Alors j'aurais 2 questions, une sur chaque cas d'usage. La première, c'est, sauf erreur de ma part, il me semble que les données du DRIAS, c'est une maille de 8 km. Et vous avez présenté notamment ce graphique à une maille longitude-latitude. Donc ma question, c'est quelle méthode vous avez utilisée pour justement descendre en échelle et si vous n'avez pas posé de problème en termes de volumétrie. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est sur la modélisation de la fréquence d'arrêté CatNat. Est-ce que ça ne vous a pas posé de problème qui est justement un caractère évolutif sur les critères d'éligibilité, notamment que ça pouvait potentiellement introduire un biais lors de la phase d'apprentissage? Et si jamais vous avez fait des hypothèses d'évolution de critères d'éligibilité? Donc, oui, du coup, pour la grille, donc, en fait, on a utilisé donc, pour les données historiques aussi le modèle Safran-ISBA qui est aussi basé sur une grille Safran qui est une maille 8 km. Et en fait, ce qu'on a fait notamment en créant le logiciel Climadata, c'est de pouvoir intégrer, de pouvoir connecter directement les données climatiques à notre portefeuille, en fait, en prenant une moyenne pondérée des 3 valeurs les plus proches et en pondérant via la distance. Donc voilà ce qu'on a fait. Et après, je ne sais pas si j'ai bien compris au niveau de la question sur la volumétrie. Là, au niveau de 600 000, on était assez... Non, mais c'est juste que quand on projette avec une maille qui est très fine, ça peut probablement poser des soucis en termes de volume de données. Mais c'était une question annexe. Si ça n'a pas posé de problème, tant mieux. Non. Ça... Et donc sur la modélisation des arrêtés CatNat, alors oui, il y a des critères qui évoluent dans le temps. C'est pour ça, une des raisons aussi pour laquelle on avait pris une période de référence qui était assez restreinte, 2018-2022, pour éviter certains critères et réduire un peu, j'allais dire, le biais aussi de choix politiques, soit dans l'activation des critères ou même carrément dans la validation des arrêtés CatNat. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. J'avais une question particulièrement sur la partie prospective. Je me demande, est-ce que, ok, j'entends, vous avez un historique entre 2018 et 2022 et que la qualité de données est beaucoup plus propice pour le scénario 4.5. Est-ce qu'à ce niveau, vous avez essayé de, comment dire, tranquer l'historique, typiquement se limiter, on va dire, de 2018 à 2021, moyennant bien évidemment la volumétrie conséquente pour faire une bonne étude, ce qui permettrait potentiellement de projeter, d'en jouer le jeu, de se dire, voilà, on s'arrête en 2021, projeter et potentiellement voir ce qu'il en découle en comparant le 2022 projeté avec le 2022 réel. Et si oui, est-ce que vous étiez, comment dire, est-ce que déjà vous l'avez fait? Et si oui, est-ce que c'était, on va dire en quelque sorte, vous étiez à l'aise avec les différentes métriques de modèle, quoi? Merci. Du coup, non, on ne l'a pas fait. Et en tout cas, c'est une excellente remarque et on essaiera de le tester prochainement parce que c'est une très très bonne remarque. Et sur la partie hors-sol climatique, il me semble que ça a été fait, oui, au niveau backtesting de l'année 2022. Les résultats étaient assez proches au final des résultats sur la base de tests qu'on vous a montré. Donc ça nous a un peu conforté en quelque sorte que notre modèle avait finalement quand même prédit en partie une évolution de cette sinistralité. Et Émeric, vous voulez ajouter quelque chose? Juste, oui, pour expliquer juste ce qu'on a fait en fait pour... en fait, on a fait juste un premier point. On a vraiment comparé directement les données projetées sur notamment les variables qui nous intéressaient,
enfin, sur les variables de la slide 15, non, pas 15, de la slide 13. En fait, on a, une fois que les modèles étaient faits, c'est pour ça qu'on ne l'avait pas fait avant non plus, une fois que les modèles étaient faits, on a surtout comparé au niveau de ces variables si on avait des moyennes sur les années qui étaient similaires pour voir si on pouvait vraiment utiliser ces données-là. Et elles étaient plutôt similaires. Après, on n'a pas testé, on n'a pas fait les projections. Ça pourrait être très intéressant de regarder, notamment pour voir si on voit aussi un biais ici. Et on le fera, c'est un très bon point. Merci pour la présentation, c'était vraiment fondamental, travail fondamental. Vous êtes en train de développer les méthodologies pour tout ce qui est résilience, adaptation aussi. Donc, ce n'est pas non seulement pricing de l'assurance, mais ça va être utilisé, vos méthodologies vont être utilisées beaucoup au-delà de l'assurance. J'ai trouvé que sur le slide 15, justement, monsieur, il a beaucoup aimé ce slide aussi, avec prime pure, où il y a contradiction entre un modèle coût moyen qui descend et prime pure qui augmente. Je trouvais que, justement, fondamental, c'était le modèle de prime pure. Première observation que modèle RCP, donc modèle orderly scenario, donc 4.5, donc prime pure augmente plus que pour hot house world scenario. Donc ça c'est une conclusion intéressante. Et en fait, dans les modèles climatiques, en effet, certains scénarios qui ne sont pas pessimistes, mais au final, le résultat est pire. Et l'autre chose, que quand même, l'augmentation, si je vois bien, là-bas, c'est 30 € prime pure, et on voit bien, à 2027-30, c'est 40 € prime pure. Donc, c'est 30% d'évolution, et ça, c'est très intéressant. Donc, ça veut dire que nous, tous, vu que c'est mutualiste, donc c'est assurance mutualiste pour notre 4, donc on va payer en général 30% plus cher d'ici 2030. Est-ce que c'est bien la conclusion de cette graphe? Si je peux vous donner, oui, c'est ça. Donc à droite, donc là on référence à peu près 30 €. On arrive à 40 d'ici 2025-30. Orderly, c'est un peu au milieu, les bleus clairs, donc c'est pire que Hot House World, et c'est 30% plus cher la prime pure, c'est ça? C'est la conclusion correcte? Oui, la conclusion correcte. Après, il faut prendre quand même des pincettes. Enfin, ça reste des modèles. On est sur des scénarios et il y a une variabilité. Les modèles ne veulent pas tout dire non plus. Mais en tout cas, oui, on peut conclure ça en regardant juste ces graphes, oui. C'est fondamental cette information, que les primes vont augmenter. Avec l'étude, une des premières études de version, sachant qu'après, il y a d'autres risques qui vont se rajouter. La méthodologie va être beaucoup plus complexe. Déjà, la référence d'augmentation de primes, à quoi s'attendre, c'est 30%. C'est le chiffre clé, en fait, de la présentation. Merci beaucoup. Merci. Je crois qu'on va devoir s'arrêter là. On m'a fait un petit signe sur le timing. Merci à tous. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, on est à votre disposition. J'imagine en dehors de cette salle. Merci.